Bienvenue, je suis Nicolas Galita et tu écoutes le Syndrome de la Page Noire, le podcast où je vais à la rencontre de personnes qui font de l'art, qu'elles se définissent d'ailleurs, ou non, comme artistes. On discute de manière libre autour des enjeux de la création artistique, comment trouver l'inspiration, comment garder la motivation, et puis comment gagner de l'argent quand on est artiste, puis plein d'autres sujets. Cette semaine, on fait un hors-série. Je suis en plein déménagement, c'est une galère et j'ai donc pas eu le temps d'aller faire de nouvelles interviews. Et comme la semaine dernière, déjà, je n'avais pas publié d'épisode, je me suis dit que ça ferait de quoi patienter. Et puis en plus, c'est un livre dont je te parlais depuis longtemps, donc je suis très content en vrai de faire ce hors-série. C'est un livre qui s'appelle Start Ugly, qui a été écrit par David Duchemin, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser entendre, n'est pas français. Ça parle de l'importance de comprendre que la première version d'un travail créatif est toujours moche, et plus que ça, ça nous apprend à apprécier ce moche, ça nous apprend à pourquoi il faut aimer ce moche. Je vais faire un résumé assez complet du livre, donc si tu ne veux pas du tout être spoilé, n'écoute pas cet épisode, achète d'abord le livre, lis-le, et puis en plus c'est un livre assez court. Si tu sais que tu ne le liras jamais, c'est parfait, installe-toi confortablement pour ce résumé. N'oublie pas que tu peux changer la vitesse de lecture pour l'ajuster à ton rythme. Personnellement, j'écoute tous mes podcasts en x2 par exemple. Ceci étant dit, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je te souhaite une très très belle écoute. Bienvenue dans cet épisode où j'avais envie de vous partager ma lecture, enfin ce que j'ai, mon résumé de lecture d'un livre qui s'appelle Start Ugly. Comment on pourrait traduire ça par commence moche, ça sonne moins bien en français. En tout cas, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai acheté pendant c'est marrant, je l'ai acheté le jour où j'ai tourné les épisodes 5 et 6 avec Thomas Amoudi et Laurent Breillat, puisqu'on était à l'anniversaire de Laurent et on discutait. En fait, justement, c'est vu qu'on venait de tourner le podcast et je crois que c'est Laurent qui m'a dit vu les sujets que tu abordes dans le syndrome de la page noire, il y a de grandes chances que tu apprécies ce livre Start Ugly de David Duchemin. Donc je l'ai ni une ni deux, je l'ai téléchargé sur ma Kindle et j'ai adoré en fait. C'est un petit livre d'une vingtaine de chapitres, donc c'est des petits chapitres, je crois qu'il y a 160 pages en tout. En tout cas, c'est un livre qui se lit en 2 heures facilement. Et puis qu'il y a une idée simple. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je reprocherai au livre, c'est que je pense que tu lis le premier tiers, la première moitié, t'as compris. Et puis après, le reste, on aurait pu l'enlever. En vrai, comme beaucoup de livres. Mais ça reste néanmoins un super livre. Et donc voilà, je te propose de te résumer les quelques principes phares du livre. Et le premier, c'est la métaphore du bébé. Et je crois que c'est probablement ce qui m'est le plus resté de ces livres, parce que là, tu vois, j'ai relu les notes j'ai relu mes surlignements pour te préparer cet épisode, et je n'avais aucun mal à me souvenir de cette partie qui était la métaphore du bébé. Qu'est-ce que c'est ? C'est de se dire qu'en fait, tout commence toujours en étant moche. Et c'est le cas pour nous. D'ailleurs et il dit, les bébés, on les aime, mais quand ils arrivent, on dirait des petits lézards couverts de yaourt et de jam. Je sais pas si ça veut dire jam, mais en tout cas, c'est pour dire qu'un bébé, il est laid, il est imparfait. Et d'ailleurs, quand on regarde un bébé, il y a pas trop d'idées sur ce qui va devenir après. En fait, on peut pas deviner, on peut pas prédire à quoi ressemblera quelqu'un à partir de sa tête de bébé, en tout cas pas les premiers jours. Et pourtant, personne ne se dit je vais l'abandonner, je vais le laisser. Il est moche. On comprend tous qu'en fait c'est un potentiel. Tout le monde voit que le bébé c'est le début de quelque chose. Tout le monde voit que en fait on peut pas le juger comme on jugerait un produit fini entre grosses guillemets, et on voit que un bébé, il faut prendre le temps, qu'il y aura des ratés, que faut pas se précipiter, parce qu'en fait en se précipitant on peut gâcher des choses, qu'on a besoin de patience, qu'on peut pas lui demander d'être plus que ce qu'il est, et pareil d'ailleurs.
quand je te dis qu'un bébé est moche, tu remarques qu'on dit jamais ça. On dit jamais qu'un bébé est moche, alors que c'est vrai, un bébé c'est très moche, mais on le dit pas, parce que ça a pas de sens, en fait, de juger un bébé sur les critères de beauté des adultes. Un bébé, il a une trop grosse tête par rapport à son corps, bref, il a plein de choses qui vont pas, puis même intellectuellement, un bébé, ça va pas, tu vois. Et c'est pareil, et donc il te dit que beaucoup de personnes ignorent ce statut de bébé à leurs propres projets, à leurs propres idées, et du coup, il est tué dès la naissance. Et c'est un concept avec lequel moi, je fais assez intuitivement ce truc-là. J'arrive très vite à me rendre compte qu'un truc qui commence, bah, c'est normal que ce soit pas aussi bien qu'un truc que fini. Par contre, ce que j'ai dû apprendre à faire dans le milieu professionnel, c'est de protéger le bébé. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que parfois, la même idée, quand tu la racontes à quelqu'un, alors que tu as pas encore commencé à travailler dessus, les personnes sont sceptiques, et une fois que tu montres un truc plus abouti, plus fini, bah t'as la même personne peut avoir un sentiment d'adhésion. Et ça, je me rendais compte avec même quand t'es un manager, et que t'es un manager, tu dois faire passer un projet, et que tu lui en parles en lui demandant la permission, bah il va te dire non. Alors que si tu lui montres, si t'arrives en lui demandant est-ce que tu peux continuer, en lui montrant un truc qui est déjà développé, bah il va beaucoup plus dire oui que quand ou elle, hein, que quand tu vas lui montrer un truc qui est pas fini, parce que toi, comme c'est ton bébé, t'arrives facile, et d'ailleurs la métaphore continue à fonctionner, ton bébé, t'arrives à dire qu'il est beau, t'arrives à le projeter, mais les autres, ils arrivent pas. Donc en fait, c'est ton travail à toi aussi de faire attention quand tu partages un projet, d'ailleurs pas qu'artistique, parce que là je te parlais de projet de professionnel de base dans le monde de l'entreprise, quand tu partages un projet, il est ta responsabilité de le partager qu'avec des gens qui sont capables de projeter le bébé. Et c'est pas toujours, il y a pas toujours ces gens-là. Parfois tu es la seule personne qui peut projeter. D'où l'intérêt aussi de t'entourer de personnes qui connaissent ton travail, qui savent comment tu bosses et qui sont capables de projeter. Bref, tout ça pour dire que j'aime beaucoup cette métaphore. C'est vraiment le truc que j'ai retenu du livre. Et il le dit dès le début. Ensuite, il enchaîne sur... Alors, je te résume les idées phares que j'ai retenues. Hein. Je te résume pas chapitre par chapitre parce qu'il y a 20 chapitres. Ensuite, le deuxième point qui m'a marqué, c'est l'illusion de la perfection. Ça, pareil, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et que j'observe souvent j'allais dire chez les artistes, mais en fait, chez tout le monde. Chez toutes les personnes qui doivent créer des choses, et on doit tous et toutes créer des choses. Première erreur, c'est qu'on imagine la créativité comme une suite d'étapes, comme s'il y avait un chemin. Déjà, on l'imagine comme ayant une carte, comme s'il y avait un chemin, tu vois, pour devenir chanteur à succès, faut faire ci, puis ça, puis ci, puis ça, puis ci, puis ça. Bah, en fait, c'est parce qu'on regarde rétrospectivement les chemins les processus des autres, mais en fait c'est pas une marche, c'est plutôt une danse. Et j'aime bien cette image, c'est l'idée que dans la danse, bah, le pas suivant va pas forcément ressembler au pas précédent, que tu peux pas prédire à quoi ressemblera le pas suivant, qu'il y a des pas qui vont être ratés, que t'es obligé de rester dans l'incertitude, et en fait le processus créatif, bah, il ressemble beaucoup plus à une danse qu'à une marche qui serait calibrée. Et avoir ça en tête, ça permet d'éviter de tomber dans l'illusion il y a un chemin, il y a pas de chemin. Il y a pas de chemin, il y a pas de carte. Tu dois créer à partir ça demande la création, ça demande quelque chose qui est assez instinctif, mine de rien, même si on peut apprendre, hein, de la même manière qu'on peut apprendre à danser. Je déteste quand on dit qu'on peut pas apprendre les arts. On peut apprendre de la manière qu'on peut apprendre à danser, mais effectivement qu'il y a une part qui est de l'ordre de l'instinctif que tu vas devoir développer par toi-même. Et il dit un truc que j'ai résumé par une... alors il le dit pas comme ça, mais ça m'a fait penser à un vers de Damso. Damso, il dit on cherche perfection pour fuir la réalité. Et je trouve que c'est un bon résumé. Souvent, on se cache derrière la recherche de la perfection, parce qu'en fait, on a peur de la réalité. On a peur en fait, un truc, il est toujours moins bien en vrai qu'il l'est dans ta tête. En tout cas, il est au moins toujours différent. Je dirais pas qu'il est forcément moins bien,
Il est en tout cas très différent de ce que tu avais en tête. Et du coup, ce perfectionnisme qui nous mine, il est aussi la cachette, une manière dissimuler pour la peur d'opérer. C'est-à-dire que t'as peur que ça marche pas, t'as peur que ce soit nul, et du coup tu te réfugies derrière ce truc de la perfection. Parfois tu te réfugies derrière la flemme, la résistance. Rappelle-toi du concept de la résistance qu'on a vu dans le premier livre que j'avais résumé, qui était The War of Art. Dans The War of Art, il développe ce concept de résistance que je trouve mieux nommé que la procrastination, dans ce sens où lui, dans ce livre The War of Art, il fait de la procrastination un dérivé de la résistance. C'est-à-dire que toutes les procrastinations sont des résistances, mais toutes les résistances ne sont pas des procrastinations. Et il te montre, en fait, ta résistance peut prendre plein de formes, notamment, même l'envie de sexe peut être une manière de ton cerveau de te détourner de ta création. Bref, je te résume pas ce livre, je l'ai déjà résumé, mais voilà, il y a ce truc qui est une des choses qu'on doit apprendre quand on crée, c'est se départir de cette obsession pour la perfection. Et alors c'est dur pour moi d'en parler parce que ça fait très longtemps que j'ai créé, et ça fait très longtemps que j'ai plus ce problème. Tu vois, je pense dès 15 ans, j'avais déjà pas ce problème. Dès 15 ans... je commençais à faire des chansons et ça avait commencé avec quelqu'un qui m'avait dit « Ah, pourquoi tu chantes pas ?» J'avais dit « Bah, je sais pas chanter. » Il me dit « Ah, regarde tous les chanteurs que t'écoutes. » Alors, c'est du dancehall à l'époque, donc la musique guadeloupéenne. Et je me dis « Oh, bah tiens, vas-y, je vais essayer. » Et puis j'ai essayé. Et puis en fait, c'est pas ouf, effectivement, parce que j'étais débutant, mais moi j'aimais bien. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'aimais bien les trucs moches que je faisais. Et d'ailleurs, je les catégorisais pas comme moche. En fait, j'avais de la tendresse pour ces trucs-là. Quand je regarde aujourd'hui en arrière, j'ai de la tendresse. Alors, ça me fait bizarre, tu vois. Il y a des trucs, je me dis, oh là là. Et encore, sur la chanson, ça me fait pas bizarre tant que ça, parce que j'ai pas tant évolué que ça en chanson. Alors que je chante pas beaucoup mieux que quand j'avais 15 ans. Par contre, j'écris beaucoup mieux que quand j'avais 15 ans, puisque j'ai beaucoup pratiqué l'écriture entre-temps. Donc, c'est plutôt quand je lis des choses que j'ai écrites, que ça me fait mal, tu vois, je me dis oh là là, mais au-delà de la douleur que j'ai quand même de la tendresse, en fait. C'est ça qu'il faut réussir à développer, c'est cette tendresse pour les trucs de débutants, et je pense que ça commence aussi avec comment tu juges les autres, parce que probablement que tu te juges aussi durement que tu juges les autres. Moi, typiquement, je suis toujours étonné par les réactions des films, autour des films, autour des pièces de théâtre, etc. Parce que j'ai remarqué que je suis toujours le meilleur public de mes potes. À chaque fois qu'on va voir un truc, je suis toujours la personne qui a le plus d'indulgence pour le truc qu'on regarde. Parce qu'en fait, même un truc raté, tu vois, bah, tu passes quand même des bons moments. Bah, tu vois, regarde, prenons Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qui est un film qu'avec le recul, je trouve horrible. Parce qu'en fait, son message, selon moi, il est toxique. Et puis il est mal écrit, il y a plein de raisons de pas aimer ce film. Pourtant, quand j'y étais, bah ça va, j'ai passé un relativement bon moment. Star Wars 9, pareil, Star Wars 9, rétrospectivement, je me dis, oh là là, c'est vraiment le pire Star Wars, au sens où il est vraiment très mal écrit, le scénario est mal ficelé, mais quand j'étais dedans, bon, j'étais excité, j'ai passé un bon moment, tu vois. Donc en fait, comme je suis bon public pour les œuvres des autres, bah je suis aussi bon public pour mes propres œuvres, et je pense que ça joue beaucoup. J'ai toujours été étonné par les réactions, tu vois, quand je chantais, quand j'étais en prépa, je faisais des chansons, et il y a des chansons que je trouvais ouf, franchement, pour mon niveau, je trouvais ça ouf, et les gens me disaient, oh là là, ils avaient des réactions, tu sais, un peu de honte, ou alors ils avaient des réactions de, ah, oh, c'est nul, sauf Cyril, mon coloc. Je dédicace pour la énième fois Cyril, si tu nous écoutes, qui lui, quand je faisais mes chansons, il kiffait, tu vois. Et en fait, c'est ça, cette capacité à kiffer. T'es là et à voir, en fait, ce qu'il y a de bien, malgré tout ce qu'il y a de moche. Et effectivement, quand un débutant fait quelque chose, bah, il y a plein de trucs de moche autour. Et dans le livre, il prend la métaphore du diamant.
Il est dit, un diamant, quand tu l'extrais de la terre, au début, il est tout moche. Parce que tu sais pas quand c'est un diamant, il est dans la roche, tu vois. Il y a de la roche autour, il est tout sale, c'est dégueulasse. Et en fait, il faut persévérer, et il faut l'extraire, et après, tu sors le diamant. C'est pareil pour les œuvres. Il faut apprendre à voir aussi Tu sais, on dit que la beauté est dans les yeux de celui qui la regarde. Lui, il rajoute la laideur aussi. La laideur, elle est dans les yeux de celui qui la regarde. Tu peux choisir d'avoir un regard plus indulgent avec ce qui t'est présenté et ce que tu présentes toi. Et d'ailleurs, il propose de se demander, quand on trouve nous-mêmes le résultat moche, il se propose de se demander, ok, qu'est-ce qui fait qu'on trouve ça moche, maintenant que c'est réalisé, et qu'est-ce qui fait qu'on avait aimé l'idée de base. Et ça, je trouve ça pas mal comme questionnement. Se dire, ok, mais en fait, l'idée à la base, si je l'ai fait, c'est qu'il y avait quelque chose que j'aimais bien. Qu'est-ce qui a cloché ? Est-ce que c'est parce que je l'ai mal réalisé ? Est-ce que c'est parce que finalement, c'est pas ce que j'avais en tête ? Etc., etc. Et on arrive pour moi au deuxième moment phare, pivot du livre, qui est la question à se poser, la bonne question à se poser. Et la bonne question à se poser, c'est pas est-ce que c'est bien ? Et souvent les gens se disent ça, voilà, est-ce que ce que j'ai fait, c'est assez bien ? Est-ce que c'est... Et là, on va reboucler avec ce que disait Thomas dans le 5e ou 6e épisode, 5e épisode, je dirais, qui disait que souvent les gens attribuent des qualités magiques à l'art, et des qualités pompeuses, pédantes, grandes à l'art, et il disait, mais en fait... moi je suis un artiste, après tout ce que je fais c'est pas forcément du bon art, mais en tout cas c'est de l'art quand même. Il faut différencier le fait de faire de l'art et le fait de faire du bon art en fait. Et comment il différenciait ce qui était de l'art, j'aimais beaucoup sa définition. Il définissait l'art comme étant une expression de soi, c'est-à-dire tu fais quelque chose où tu exprimes ce que tu es d'une manière ou d'une autre. Et dans le livre c'est ce qu'il dit. Il dit la bonne question c'est pas est-ce que c'est assez bien. La bonne question, c'est est-ce que c'est moi ? Est-ce que ce que je viens de faire, c'est du moi ? Et je trouve ça vraiment cool comme question. Je trouve que ça change tout. Et c'est intuitivement comme ça que je juge ce que je fais. Alors en plus de ça, moi j'ai une règle qui est Excelsior, c'est de faire mieux que la dernière fois. Et donc quand je fais un truc la première fois, je me juge pas parce que c'est la première fois. Je me dis juste, la deuxième fois, faudra faire mieux. Puis la troisième fois, faudra faire mieux que la deuxième. Puis la quatrième fois, bref, t'as compris. Tout ça pour te dire que la question « est-ce que c'est moi ?» est une bien meilleure question que « est-ce que c'est bien ?» Tu te demandes juste « ok, est-ce que ce que j'ai fait, c'est vraiment... j'exprime vraiment moi ?» Ou alors j'ai été enfermé par les règles, par ce que je pensais qu'il fallait faire, j'ai pas osé me livrer, je me suis caché parce que j'ai peur du jugement, voilà, c'est ce genre de questions, et c'est très dur de faire du moi, de faire du soi, parce qu'en fait, tu sais que, alors surtout quand tu sais que les gens vont regarder, c'est plus facile quand tu sais que les gens vont pas regarder, même si je t'invite quand même à montrer ce que tu fais, parce que le problème de jamais montrer, c'est que t'as tendance à ne pas toucher à l'universel, parce que à la définition de Thomas de l'art, qui est l'expression de soi, je rajouterais l'expression de soi qui touche à quelque chose d'universel quand même. Tu vois, parce que sinon c'est la différence entre un journal intime et une forme artistique. Même si un journal intime peut être une forme artistique. D'ailleurs, là, je viens d'envoyer à mes abonnés pendant 4 jours, j'ai noté mes sensations de quand juste avant. Enfin, j'avais réservé une psy. Et donc, je m'étais dit que j'allais noter. J'avais 10 jours d'attente. Je me suis dit que j'allais noter chaque jour mes sensations. Il se trouve que j'ai abandonné au bout de 4 jours. J'ai annulé la psy. Mais du coup, je l'ai partagé à mes abonnés. Je l'ai pas partagé tel quel. J'ai changé 2-3 choses. J'ai mis des articulations. J'ai atténué certaines choses que j'avais pas envie de partager. J'ai développé d'autres choses qui sont évidentes pour moi mais qui ne le sont pas à la lecture. Donc tu vois, je fais un effort de présentation. Et cet effort de présentation, c'est ce qui permet d'arriver à l'art, parce qu'en fait, j'essaie de trouver quelque chose qui peut toucher tout le monde et pas juste moi. Donc c'est ça que j'aurais rajouté comme
comme définition à l'art, mais du coup, la bonne question, c'est vraiment ça, c'est est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me rend contente? Est-ce que je suis... et ça, c'est un truc qu'il faut apprendre à faire, à réussir à se satisfaire de ce qu'on fait, à kiffer, en fait. Moi, en vrai, 80% du bonheur artistique, il est dans le fait de faire et d'avoir fini. Et en vrai, j'ai pas besoin de public. En vrai de vrai, tu vois. Le public, qu'est-ce qu'il apporte? Il apporte deux choses. Il apporte le fait que, comme je t'ai dit, ça t'oblige à toucher à l'universel, premièrement. Deuxièmement, le public te met une contrainte et fait que tu vas faire. Tu vois, l'atelier Galita, j'écrirais pas tous les jours si je savais pas que tous les jours, il y avait des gens qui attendaient l'email. Donc, ça me force à l'écrire. Et troisièmement, il est évident qu'avoir un feedback, avoir un retour, te permet de t'améliorer. Typiquement, là, tu vois... sur la dernière semaine, j'ai envoyé quelques mails qui ont fait beaucoup de bonnes réactions. Et je me dis, ah ok, je touche à quelque chose. En plus, ces mails avaient comme point commun d'avoir été écrits dans des conditions particulières où j'avais coupé tous les accès Wi-Fi et j'avais écrit d'une traite une dizaine de mails. Et je vois que ces mails plaisent, donc je me dis, oh tiens, il y a quelque chose peut-être dans la manière de les écrire, dans le thème qui fait que les gens ils les aiment. Donc le feedback est intéressant, le feedback permet de t'améliorer. Et troisième question, donc on s'est dit, première question, est-ce que c'est moi? Deuxième question, est-ce que ça me rend contente? Et troisième question, est-ce que ça résout la pulsion de départ? Est-ce que ça résout le truc? Tu sais, dans le livre, il appelle ça the itch. Itch, c'est dur à traduire, c'est littéralement la démangeaison, mais c'est plus que ça. Et je dis, est-ce que ça résout ce itch? Est-ce que ça résout donc cette pulsion de départ? Est-ce que le truc qui faisait que tu avais envie de créer, il est satisfait, il est apaisé, il a été contenté il a été étanché par cette création. Et moi, souvent, la réponse est oui, tu vois, il y a plein de trucs que j'ai créés parce que j'avais envie sur le coup, et puis hop, satisfait. Autre point qu'il encourage à faire, c'est de se demander qu'est-ce que je peux faire et non pas ce que je dois faire. Et en fait, dans les je dois faire ça, dans les il faut que, il explique à quel point, en fait, on se défausse de l'incertitude. Alors ça, c'est un point qu'on avait vu dans le live sur le livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Et dans les 4 accords Toltec, il y avait ça, et il disait qu'on aime beaucoup, on a très peur de l'incertitude, et donc on préfère un mensonge, enfin un truc faux auquel on croit, certainement, qu'un truc vrai sur lequel il faut hésiter. On préfère même un malheur certain qu'un bonheur incertain. Et d'ailleurs, tu le vois là, aujourd'hui, avec au moment où j'enregistre, on est encore dans la pandémie de coronavirus. La réaction des gens face au vaccin, elle te montre que c'est une réaction de l'incertitude. Si tu regardes bien, les voitures tuent beaucoup plus que ne tueront jamais les vaccins. L'alcool, n'en parlons même pas, tue beaucoup plus. Et pourtant, les gens boivent de l'alcool sans problème. Mais c'est parce que l'alcool leur paraît moins incertain. Ils ont l'habitude. Donc en fait, on a cette allergie, cette aversion pour l'incertain. Et une des manières de s'en libérer, c'est de se dire que je dois faire ça. T'imagines pas le nombre de gens qui me disent à chaque fois, ouais, je dois faire ça. Et je me dis, mais non, tu dois pas. Tu veux ou on t'impose, mais tu dois pas. Et ils me disent, ouais, mais j'ai pas le choix. Et je dis, mais si, t'as clairement le choix. Et d'ailleurs, c'est important d'avoir en tête la phrase on a toujours le choix. Je la comprenais pas bien quand j'étais plus jeune, ça me paraissait un peu naïf, mais en fait non, on a toujours le choix. Après, est-ce qu'on a toujours des bons choix? Non, ça c'est autre chose. Est-ce qu'on a toujours des choix qui nous font plaisir? Non, ça c'est autre chose. Mais t'as toujours au moins deux alternatives, parce que t'as toujours au moins l'alternative de te suicider. Donc, et ne te suicide pas, c'est pas du tout un appel au suicide. Mais ça pour dire que t'as toujours le choix, même d'arrêter la vie si tu veux, t'as toujours une liberté, mais on a tendance à se persuader qu'on n'a pas le choix, parce qu'en fait, se persuader qu'on n'a pas le choix, c'est aussi libérateur. On le dit pas assez, mais c'est libérateur de croire qu'on n'a pas le choix, parce qu'on se dit, ça nous déresponsabilise. On se dit, c'est pas ma faute, c'est ce que je devais faire. D'ailleurs, tu remarques que les enfants,
ils te disent tous, enfin ils dessinent tous des trucs, des chevaux à deux têtes, des nuages bleus, moi je me rappelle quand j'étais petit, je dessinais des rhinocéros qui faisaient du boudin. Parce que pour moi... Ah non, attends, j'ai mélangé deux histoires. Non, je dessinais des bonhommes qui crachaient des boudins. Et je disais, oh, ils boudent. Parce que pour moi, bouder, ça voulait dire cracher des boudins. Et je dessinais des rhinocéros en appelant ça des connards. Parce que je sais pas pourquoi, le mot connard et le mot rhinocéros me paraissaient de la même famille. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, mais pour moi, un connard, c'est un rhinocéros. Hein, et vice-versa. Et voilà, puis y a aucun problème. Un enfant, quand il a pas de bleu, il met du violet. Et c'est marrant parce que Picasso, il est connu pour une phrase comme ça. Attends, je la connais plus. Je vais la chercher. Picasso, rouge, citation. Il y a un truc comme quand j'ai pas de bleu, je mets du rouge, un truc comme ça. Voilà, voilà ça. Quand j'ai pas de bleu, je mets du rouge. Et quand Picasso le dit, on trouve ça génial et on dit que c'est extraordinaire comment ça résume bien la question artistique des vrais artistes, mais en vrai, tous les enfants font ça. Et d'ailleurs, le même Picasso te dit que tout le monde est un artiste quand il est enfant, mais le plus dur c'est de le rester. Et pourquoi on le reste pas ? On arrête de faire de l'art, on arrête de faire des expressions de soi à partir du moment où on est jugé par les autres et on a peur du ridicule. Donc en fait, c'est la peur du ridicule qui fait qu'on commence à se juger. Et pire encore, tu finis par intégrer la peur des autres dans ta propre voix. Et là, c'est le désastre. J'ai la chance de pas avoir de voix comme ça, mais quand je demande autour de moi, j'ai l'impression que la voix interne de la plupart des gens est négative. Et Mohamed Achabar, qui a écrit un petit livre qui s'appelle Fuck la merditude, qui parle de ce sujet, de comment on se sent, pourquoi on s'autodévalorise, il dit un truc qui est très juste, il dit cette petite voix qu'il y a à l'intérieur de toi, en fait c'est pas vraiment toi. En fait, elle a été modelée par un parent, elle a été modelée par des profs, elle a été modelée par d'autres personnes. C'est pas vraiment ton toi profond, cette voix négative. Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'en fait, on est là et on s'auto-juge parce qu'en fait, on a été jugé par les autres, parce qu'en fait, on a commencé nous-mêmes à juger les autres. Et en fait, comme tu juges les autres, bah, tu te dis, je vais me juger moi. D'ailleurs, petit passage sur... j'en ai déjà parlé par mail, mais... Souvent, les gens te disent, ouais, il est exigeant ou elle est exigeante avec elle-même. Et elle est autant exigeante avec elle-même qu'avec les autres. Du coup, ça va. Mais du coup, moi, je dis non, ça va pas. Pas parce que t'es un connard avec toi-même que tu dois être un connard avec moi. C'est quoi ce truc de parce que la personne elle est non mais elle est super dure avec les gens, mais comme elle est dure avec elle-même, ça va. Non, pas du tout, au contraire. Moi je vous invite à être bon avec vous-même ou bonne avec vous-même et puis d'en faire de même avec les gens en fait. C'est pas ou enfin, y a pas de... Je vois pas en quoi ça excuserait, en fait. Au contraire, je pense qu'on vivrait mieux si on se jugeait moins. Alors, ça fait un peu niais quand je le dis. Mais j'y crois profondément. Je crois qu'en fait, on se juge beaucoup trop, inutilement. Et qu'on le fait pour justement être cohérente. On se dit, bah voilà... si je juge les autres, je dois aussi me juger moi. Et c'est une sorte de spirale infinie. Alors, faudrait que je regarde. Là, je suis parti dans un espace d'impro. C'était pas dans le script. Et je sais pas si ce que je dis est valide du point de vue des sciences sociales. Faudrait que je lise dessus. Mais ma théorie, donc je répète, hein, c'est pas un truc. Là, pour le coup, c'est pas un truc que j'appuie par des lectures scientifiques. Mais ma théorie, là, comme ça, je dirais qu'en fait, c'est une sorte de spirale infernale. Au début, t'es un enfant. Tu juges pas tant que ça, puis on te juge. Les adultes te jugent sur tes dessins, sur ton art, etc. Et comme les adultes te jugent, bah, tu te dis que c'est ok de juger les autres. Et comme tu juges les autres, tu te dis, bah, je dois aussi me juger moi, sinon je suis un connard, je suis une connasse si je juge pas les autres comme moi. Et cette spirale fait qu'à la fin, bah, tout le monde se juge entre eux et puis soi-même. Donc voilà ce que je voulais te dire sur cette question à poser. J'ai un peu digressé par rapport au script. Si je reviens au thème du livre qui était la question à se poser, qui est non pas est-ce que c'est bien, mais est-ce que c'est moi, c'est vraiment l'objectif. Tu devrais avoir, alors je dis tu devrais, tu vois, alors je dis qu'il faut pas dire tu dois, mais en tout cas pour s'épanouir artistiquement, un des chemins c'est
même probablement le seul chemin, c'est de faire du toi-même, de faire de plus en plus ce qui est toi. Et en fait, au final, c'est ça la démarche artistique, c'est de découvrir qui tu es. Et en fait, on dit qu'on fait de l'art, mais l'art nous fait aussi. Et là, je cite le livre, hein, je paraphrase le livre, il te dit, on fait de l'art, mais l'art nous fait. Je suis assez d'accord, c'est qu'en fait, quand tu écris, au final, tu découvres aussi qui tu es en écrivant. Quand tu chantes, au final, tu découvres des choses aussi en chantant. Bref, t'as compris le concept. Et c'est pour ça aussi que l'art, c'est tellement bien. C'est pour ça qu'on fait de l'art-thérapie. J'entends de plus en plus parler de ça, de psychologues qui font de l'art-thérapie. C'est parce qu'en fait, l'art te permet aussi d'explorer, de te découvrir, d'aller penser des blessures que t'avais, bref, tout ce travail effectivement thérapeutique de catharsis. En fait, l'art te permet de te construire. Alors l'art des autres aussi, hein. Moi je me suis beaucoup construit en écoutant l'art des autres. Je me suis beaucoup construit notamment en écoutant Booba, mais je me suis en écoutant Kenny Arcana aussi. Bref, je sais pas comment ça te citer tous les artistes qui m'ont influencé, sinon on n'est pas rendu. Mais en tout cas, tu vas te construire en faisant de l'art. L'art est une manière de se construire, c'est pour ça que j'invite tout le monde en fait à faire un peu d'art. Même si tu le montres pas à grand monde, même si tu le montres qu'à tes proches, qu'à ta famille, juste fais un petit truc. Ça peut être, tu peux chanter, tu peux sculpter, sculpter c'est dur. Tu peux prendre des photos, enfin voilà. Y a pas, on se met trop de pression sur l'art comme s'il fallait forcément faire de l'art excellent, fallait forcément être Picasso, être Van Gogh. D'ailleurs, ça m'amène au thème suivant du livre, qui est la question à ne pas se poser, qui est la comparaison avec les autres. Et se comparer, il dit, moi au début, je me disais toujours, non mais je serai jamais aussi bon que Picasso. Picasso, c'est ça le vrai artiste. Et en fait, le fait est que, non, tu dois pas devenir Picasso, tu dois devenir David Duchemin. Donc David Duchemin, je rappelle, hein, c'est l'auteur du livre. Tu dois devenir le meilleur David Duchemin, pas une version copiée de Picasso. Picasso, il s'est pas dit je vais devenir une autre version de quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on me va raconter une anecdote, je sais pas si elle est vraie. Donc faudrait vérifier, peut-être qu'elle est fausse, mais en tout cas même si elle est fausse, elle marche quand même. Donc on dit que quelqu'un serait venu voir Mozart en lui disant comment on fait une symphonie. Et Mozart aurait répondu « Oh là là, attends, avant de faire une symphonie, d'abord, apprends à faire une petite... Alors, je connais pas les termes techniques en musique classique, hein, mais apprends à faire un petit bout qui dure 2-3 minutes, puis améliore-toi, puis fais ci, ça, étudie les œuvres d'un tel, bref, ça te prendra des années avant d'arriver à faire une symphonie. » Et le mec lui répond mais attendez, mais vous avez fait votre première symphonie, vous aviez 9 ans. Et Mozart aurait répondu bah oui, mais moi j'ai pas demandé à quelqu'un comment faire une symphonie. Et j'aime bien cette histoire parce que elle te montre ce truc de oui, faut s'inspirer des autres. Je t'invite d'ailleurs à le faire. On a vu ensemble le résumé du livre Voler comme un artiste. Il faut s'inspirer des autres. D'ailleurs, le même Mozart disait, et pareil, je sais pas si la citation est vraie, je l'ai vu dans un livre qui est une biographie de Mozart, mais le livre ne cite pas la source d'où il l'a trouvé. Mais Mozart aurait dit je n'ai jamais rien créé d'original. Et il disait qu'en fait, il s'était beaucoup inspiré des gens. Attendez, voir si je te retrouve la citation exacte. Mozart. Bon non, j'ai pas, tant pis. Mais en tout cas, de tête, la citation, c'est quelque chose du style je me suis jamais forcé pour faire un truc original, je me suis juste inspiré des autres compositeurs qui m'avaient précédé. Et en fait, il a raison, hein, t'as besoin de t'inspirer pour pas redémarrer de zéro et pas réinventer la roue, si tu veux. Repousser les limites, les frontières d'un art, faut forcément regarder ce qui s'est fait avant. Cependant, regarder ce qui s'est fait avant, ça va pas dire se comparer. Et tu sais, la fameuse phrase qu'on dit beaucoup en développement personnel, il faut pas comparer ton intérieur avec l'extérieur des autres, elle est vraie aussi là. Ça sert à rien de te comparer aux autres artistes, parce que par définition, l'art est une expression de soi, donc il y a pas d'autre toi. Et dans le livre, il prend une métaphore qui est la métaphore du vélo. Il dit vouloir faire de l'art tout en regardant les autres, c'est comme faire du vélo en regardant
à côté et il dit bah tous les enfants ont déjà fait du vélo sans regarder devant et lui il a fait la meilleure expérience de se prendre un mur, enfin se prendre une voiture à l'arrêt il s'est pris parce qu'il regardait pas devant et en fait c'est important d'être à fond dans ta course à toi, de te comparer par rapport à toi-même et pas par rapport aux autres. Ce qui d'ailleurs lui permet d'enchaîner sur un autre thème qui est le flow. Donc c'est l'état de flow, c'est cet état où t'es à fond, t'es tellement à fond que tu vois plus le temps passer, t'as plus faim, t'as plus sommeil, t'as plus soif. Et le pire ennemi du flow, bah, c'est le multitâche. Et il a une phrase que j'adore qui est: le multitâche est aussi peu fondé scientifiquement que la Terre plate, et pourtant on le traite pas comme ça. Et il ressort des études qui montrent que quand tu fais plusieurs trucs à la fois, tu perds. C'est comme perdre 15 points de QI, que la plupart d'entre nous comprenons qu'il faut pas envoyer des textos en conduisant, et pourtant, bah, c'est ce qu'on fait quand on fait de l'art. Et il a une définition de la distraction que j'aime bien. Le truc de dire que, non mais c'est ok d'aller sur Netflix, c'est ok d'envoyer des SMS, c'est ok d'aller sur Facebook, d'aller sur Instagram, sur ce que tu veux, tant que c'est pas une distraction, au sens premier du terme, qui est que ça te distrait, ça te détourne de quelque chose que tu voulais faire, qui te tenait à cœur, ça te détourne de quelque chose d'important. Donc en fait, tout dépend de pourquoi tu le fais, et donc il faut réussir à ne pas se laisser distraire. Donc première chose, c'est ça, le multitâche. Deuxième chose, c'est apprendre à ne pas se corriger en même temps. Et c'est hyper vrai. Il y a un proverbe, je crois que c'est Hemingway, je sais plus qui disait ça, on s'en fiche, mais en tout cas lui il le reprend. Il dit il faut écrire bourré, il faut écrire ivre et relire sobre. Donc c'est l'idée que quand tu crées, quand tu envoies, quand tu produis, tu ne te juges pas. Tu te juges pas et tu produis. Parce qu'en fait, c'est ce matériau qui va te permettre ensuite d'être amélioré. Si tu crées pas d'abord un truc moche, si tu crées pas d'abord de la matière comme ça, ben comment tu vas l'améliorer? Comment tu vas la sculpter? Faut voir ça comme ça, faut voir ton matériau comme de l'argile, et que tu finis par sculpter, que tu finis par modeler. Et pour le modeler, bah, il faut de la matière d'abord. La plupart des gens voient ce truc à l'envers. Ils se disent, je vais essayer du premier coup de créer une statue déjà bien. Mais non, en fait, ce que tu dois créer, c'est le bloc. Ce que tu dois ramener, c'est d'abord le bloc de pierre. Et après, du bloc de pierre, tu commences à enlever du superflu, ça te fait une approximation de la statue. Puis après, tu continues, puis tu réaffines, puis tu réaffines. C'est comme ça pour tous les processus créatifs. Personne ne vient directement avec une œuvre déjà faite. Donc en fait, tu as comme obsession, enfin il faut développer cette obsession de s'interdire de juger. Pendant que tu crées, tu ne te juges pas, ni en bien, ni en mal d'ailleurs. Parce qu'un des problèmes, c'est quand tu juges en bien, tu peux tendance à avoir tendance, tu peux avoir tendance à tomber amoureuse d'une idée et ne plus jamais la lâcher. Alors qu'en fait, si tu prends du recul, tu vois bien que c'est moins bien. L'autre raison de se corriger après, c'est que tu vois mieux les erreurs quand tu prends du recul, quand tu attends 24 heures et que tu reviens sur un truc, bah, ou même 1 heure, hein. Moi je vois avec les emails que j'écris. Quand j'écris un email sur le coup, alors après c'est peut-être parce que moi justement, je suis tellement câblé mentalement pour ne pas me juger, que du coup pendant que j'écris, je trouve tout ce que j'écris bien neutre, tu vois. Et sur le coup, tu vois, donc j'arrive pas, quand je relis, j'arrive pas, à part des fautes d'orthographe, tu vois, j'arrive pas à avoir des choses à améliorer. J'attends 1 heure, je reviens, et là je vois plein de trucs à améliorer. C'est fou, hein. Je reviens avec des yeux neufs, et là il y a plein de trucs à améliorer, et c'est là que je vais rééditer. Et pourquoi j'arrive pas à avoir les trucs à améliorer sur le coup? Parce qu'en fait je suis dans un état de flow, dans un état d'ivresse en vrai. C'est un bon proverbe, ce truc de écrire ivre et relire sobre, parce qu'en vrai oui, t'es vraiment ivre quand t'écris, t'es vraiment dans un flow. Et dans ce flow tu te juges pas. Et c'est ça qu'il faut essayer de développer, cette idée de ok, d'abord je produis, ensuite je corrige. Si tu produis pas, comment tu veux corriger? Tu vois, vaut mieux essayer de... Tu vois, imagine t'as une idée, tu sais pas exactement comment la faire, parce que t'as trois manières de le faire, bah essaye les trois. Tu fais idée A, idée B, idée C, tu les développes, bam, et ensuite tu juges entre A, B et C. Ça sert à rien de passer 30 ans à essayer, tu vas perdre plus de temps à réfléchir à quel serait le meilleur, plutôt qu'à faire une ébauche des trois, et puis juger sur pièce. C'est ça l'illusion qu'on a, c'est que comme on croit
qu'il y a un chemin, on croit aussi qu'on peut le trouver en restant assis, en restant assise. Ça n'existe pas, t'as besoin de créer pour voir en fait, parce qu'en fait il y a une distance entre ce à quoi l'idée ressemble dans ta tête et ce à quoi elle va ressembler dans le monde réel. C'est pour ça qu'on dit que les idées valent rien. Ce qui vaut, c'est l'exécution de la même idée. Tu sais, il y avait 280 sites comme YouTube, quand YouTube est sorti. YouTube, c'est pas du tout le premier site vidéo. D'ailleurs, tu as connu Dailymotion probablement. Mais ce qui a fait la différence entre YouTube et les 280 autres sites de vidéo, bah, c'est l'exécution. C'est mieux fait, c'est plus agréable, c'était mieux pensé, c'était mieux vendu, etc. etc. Donc voilà, sur la puissance du flow. Et on va finir sur le temps. Il parle de gestion du temps et il dit un truc qui me paraît très judicieux, c'est que le temps restant, c'est comme l'argent restant, ça n'existe pas. Enfin, ça tombe pas du ciel comme ça. Si jamais tu fais pas des efforts pour prendre l'argent et l'épargner au début du mois, à la fin il te reste rien. C'est pareil pour le temps, si tu ne fais pas un effort, bah le temps va pas magiquement apparaître. Les gens disent j'aimerais bien avoir plus de temps, comme si le temps était une ressource. Non, le temps c'est en plus le temps, oui, contrairement à l'argent, c'est pas une ressource. L'argent au moins c'est une ressource, tu vois, mais le temps il passe indifféremment quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, t'as 24 heures dans une journée, que tu sois Barack Obama, Beyoncé ou toi, tu n'as que 24 heures, tu as 24 heures. Le temps, il s'accélère pas, il ralentit pas, il est toujours là. En vrai, si le temps peut s'accélérer, c'est la théorie de relativité générale. Mais bref, on va pas faire de physique maintenant. Mais il peut s'accélérer que si tu vas à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Mais enfin ralentir, pardon. Mais qu'est-ce que je te disais avant de partir dans la physique? Oui, le temps, c'est un truc qui est fixe, et donc c'est à toi de soustraire les choses. Il va pas se rajouter. Et il y a une métaphore, alors qui est hyper connue, hein, que tu connais peut-être déjà, qui est, tu sais, la métaphore du bocal, où on te dit, bah voilà, on prend un grand bocal, et dedans, on met des grosses pierres, des cailloux, enfin des pierres, voilà, des plutôt grosses pierres. Et tu dis aux gens, bah, est-ce que le bocal est rempli? Les gens te disent, bah oui. Et là, tu prends du gravier, tu mets du gravier, et donc tu peux encore remplir. Et là, tu te dis, bah là, est-ce qu'il est rempli? Les gens te disent, bah oui. Et là, tu prends du sable, tu mets du sable, et tu vois que ça continue à rentrer. Tu te dis, est-ce qu'il est rempli? On te dit, bah oui. Et après, tu mets de l'eau, et tu vois que l'eau, elle continue à rentrer. Pourquoi elle sert à quoi cette métaphore? Elle sert à dire que le temps, c'est pareil. Il faut commencer par mettre les grosses pierres. Si tu commences par l'eau, bah tu peux plus rien mettre. Si tu commences par le sable, tu peux plus rien mettre. D'ailleurs, l'eau, c'est un mauvais exemple, faut dire, c'est plutôt le sable. Si tu commences par le sable, bah si tu remplis le bocal de sable, de choses pas importantes mais petites, mais qui prennent pleine place, bah tu peux plus mettre les grosses pierres. Donc il faut commencer par les grosses pierres, ensuite les petits cailloux, ensuite le sable. C'est pareil dans la gestion du temps. Il faut commencer par les choses les plus importantes, et ensuite les choses les moins importantes. Sinon, tu peux passer ta journée, ta vie, à regarder la télé, à être sur Netflix. Encore une fois, c'est pas grave, tant que ça te distrait pas de l'important. Et tant que tu fais les choses dans le bon ordre. D'abord, les choses importantes, et ensuite, on fait de la place pour les choses qui ont moins d'importance dans ta vie. Et c'est comme ça qu'on crée du temps. Et pareil en gestion d'argent. D'abord, tu mets de l'argent dans les choses qui sont importantes, et après, tu vois s'il en reste pour les choses qui le sont moins. Et voilà. On a fait le tour des concepts que je voulais développer avec toi sur ce livre. Alors, il y en a plein d'autres, hein. Je t'ai dit, il y a 20 chapitres, et là, j'en ai pris la moitié, que ceux qui m'ont le plus marqué. C'est un livre vraiment cool. Alors, en vrai, je pense que le résumé suffit. En vrai de vrai, les trois premiers chapitres suffisent. Cette idée il faut traiter ces idées comme des bébés, elle est géniale, mais en vrai, elle tient en 10 pages, elle tient en 15 pages. Et voilà, comment j'applique ça dans ma vie? Assez naturellement. Tu vois, en lisant ça, je me suis pas dit, faudrait que je fasse ça. Je me suis dit, c'est des choses que je fais, mais je me suis jamais rendu compte, j'avais jamais posé des mots dessus. Et tu vois, concept hyper important, par exemple, que moi je fais assez naturellement, c'est, tu peux pas juger en faisant. J'ai déjà dit, parce que là je reviens sur le livre, mais je le redis. C'est un concept très simple, mais qui change tout. Essaye de dessiner des trucs moches, de chanter des trucs faux, d'écrire des trucs mal écrits. Et en fait, c'est en faisant ça que tu vas finir par faire des trucs bien. Et puis même si c'est pas des trucs bien, tant que c'est toi,
On revient à cette bonne question. Tant que c'est toi, tant que ça te fait plaisir, t'as pas besoin de faire des beaux trucs, tu vois. Moi, je chante encore régulièrement, je chante pas si bien que ça, mais j'aime bien chanter parce que, en fait, ce que j'aime bien dans le chant, c'est que ça donne à mon écriture une dimension qui est tout à fait différente. Et d'ailleurs, j'ai pas développé ce passage du livre, mais il y a un passage sur la contrainte, où il dit que la contrainte, ça permet de se libérer, ça permet de toucher d'autres choses. Bah, c'est ça que j'aime dans la chanson. Dans la chanson, j'ai une contrainte qui est la rime. D'ailleurs, la rime a été inventée pour ça. Elle a été inventée pour faire contrainte, et donc démultiplier la créativité. Et donc j'aime bien écrire des chansons parce que je suis contraint par la rime, je suis contraint par la musique et le fait de faire tomber mes paroles au bon moment dans la musique, le rythme, etc. Et j'adore en fait les chansons. J'aime beaucoup faire des chansons. Et je suis fasciné parce qu'en fait c'est un petit bout de texte qui me prendrait, je veux dire, en termes de longueur de texte, c'est tout petit une chanson. Et pourtant, on réécrit, on la réaffine encore, on réécrit, on repasse dessus. J'aime bien tout ce travail d'orfèvrerie qui va déclencher la chanson. Et donc, de temps à autre, je me fais des chansons, surtout que là, j'ai ce micro là que j'utilise aujourd'hui là, et qui est un très bon micro. Et du coup, je me suis mis à faire des chansons. Et c'était très cool, c'était marrant. Puis ça m'a permis d'apprendre à utiliser GarageBand, je sais pas comment ça s'appelle, le logiciel d'Apple, par la musique. J'ai toujours eu cette application sur mon appareil. Je me suis toujours demandé comment on l'utilisait. Bah là, tiens, je me suis lancé et bam, j'ai chanté. C'était grave cool en fait. Et je l'ai montré à des gens qui ont kiffé, d'autres qui n'ont pas kiffé, mais c'est pas grave. Tu vois, faut réussir à ne pas se juger, à kiffer ce qu'on fait, à garder de la part de jeu, d'excitation, d'aventure. Faut voir ça comme faut voir le processus créatif comme vraiment une exploration. T'as pas de chemin, t'as pas de carte, tu peux pas recopier ce qu'a fait Lady Gaga, tu peux pas recopier ce qu'a fait, ce qu'a fait Booba. Tu dois toi-même développer ta voix, donc y a pas de process, y a pas de carte. Même si la contrainte, on l'a dit, mettre une forme de contrainte peut te libérer. Donc voilà. Ce que j'avais à te dire sur ce très 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 bon livre. Et ouais, je t'invite à essayer, en fait, juste essayer de faire des trucs moches. Et tu vois, moi j'ai des gens autour de moi qui me disent, ça me fait mal. J'ai des gens autour de moi qui me disent, ouais, j'ai commencé à faire une œuvre. Alors d'abord au début ils disent ouais mais il faut tel outil. Je dis mais non, en fait, commence par un truc moche, t'achèteras des outils si jamais tu vois que ça persiste. Erreur qu'on fait souvent, on se dit on va acheter un bon micro, comme ça on va faire des bonnes chansons. D'abord essaye de chanter avec ton téléphone, puis après si tu continues à avoir le feu, l'enthousiasme, tu achèteras du matériel pour pas perdre de l'argent et pour pas aussi te paralyser. Souvent on prend comme excuse le fait qu'on n'a pas l'argent d'acheter un outil pour se paralyser et pas commencer. C'est un peu ce que dit Orelsan. Si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et y a rien de plus vrai. Et donc je te disais, il y a plein de gens autour de moi qui font je vais faire un tel projet, je leur dis ok, montre-moi. Ils disent non, je te montre pas. Et puis ils me montrent pas, et puis je les vois un mois plus tard, ils me disent j'ai tout jeté. Je dis mais t'es un ouf, pourquoi tu jettes tout? Jette pas, garde. Et puis ils montrent à des gens proches de toi, et puis je sais pas, garde-le, c'est cool. Et puis quand ils jettent pas en ayant fini. Si tu jettes en ayant fini, pourquoi pas, mais ils se découragent au milieu, puis ils jettent, ils se disent c'est nul. En fait, ils arrêtent parce qu'ils se disent que c'est trop nul. Ils sont là, ils jugent le truc, et ils se demandent aux gens leur avis, et ils disent mais c'est nul, et ils continuent pas. Non, fais un premier jet. Je trouve que dans le jet, c'est une bonne expression, premier jet. C'est vraiment un truc que tu vomis, un truc que tu craches, un truc que tu jettes, un truc que tu balances. Y a pas de jugement à avoir sur le premier jet. Et c'est ensuite qu'on va réaffiner, qu'on va réitérer. Parce que ton premier jet, c'est ton bébé. Et donc un bébé, tu vas pas le juger comme tu vas juger un adulte. C'est une graine, c'est un potentiel. Faut le voir comme vraiment le début de quelque chose. Voilà, je pense que j'ai assez parlé et j'ai fait le tour de ce livre. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu écoutes ça, c'est que l'épisode t'a tenu suffisamment en haleine ou que tu as eu la flemme d'arrêter le son parce que le bouton était trop loin. Si par un hasard extraordinaire, tu écoutes cet épisode alors que tu n'es pas abonné à l'Atelier Galita, c'est le moment de me rejoindre. Tape Atelier Galita dans Google et laisse ton email sur la page. L'Atelier Galita, c'est mon espace de création. L'idée, c'est de t'envoyer une dose d'inspiration chaque matin dans ta boîte email. Il n'y a pas de thématique particulière, mais il y a une promesse, te proposer l'inverse des actualités. C'est-à-dire que là où les actualités sont anxiogènes, éphémères, futiles, je te propose un contenu épanouissant, intemporel, utile.
Tu peux évidemment aussi t'abonner sur la plateforme que tu utilises pour écouter et laisser un avis sur ce podcast. Ceci étant dit, je te dis encore merci de m'avoir écouté et à dimanche prochain, 18h, pour un autre épisode du syndrome de la page noire. D'ici là, garde la pêche et mange des poires.